Hello, aujourd'hui nous allons parler d'enrichissement via le placement et l'investissement d'argent, enfin de moins de son capital en bourse, dans une démarche un peu long terme. C'est une activité, l'investissement à long terme, qui a mauvaise presse. Pourtant, c'est quelque chose qui est utilisé généralement par les gens fortunés. On sait que plus ils sont fortunés, moins ils ont d'immobilier, plus ils ont de patrimoine purement financier. Néanmoins, on sait également que la rentabilité de l'investissement en bourse n'est pas extraordinaire. Je vous rappelle que les riches, généralement, s'enrichissent via le vol sur des contrats avec les États ou alors via l'absence d'impôts, puisqu'en fait, il n'y a que les pauvres qui payent des impôts. L'héritage ne concerne que les pauvres, hein. L'argent n'est pas fiscalisé chez les riches. C'est ce qui leur permet de maintenir leur mainmise et leur contrôle du monde de génération en génération. Donc, néanmoins, si l'investissement en bourse ne rapporte pas des mines et des cents, il est quand même possible de vivre confortablement et petit à petit, avec le temps qui passe, de créer un patrimoine très productif, à condition de savoir de quoi il en retourne. Et malheureusement, la culture financière est pas toujours. C'est quelque chose qui demande beaucoup de temps de comprendre comment les marchés financiers fonctionnent. Et donc, pour prendre les bonnes décisions, accumuler les bonnes datas, c'est pas toujours accessible à tout le monde. Donc aujourd'hui, vous allez découvrir le petit secret de Loïc Abadie et de David Renan. Ce sont deux auteurs sur Objectif Éco qui sont enrichis. Ils sont réellement enrichis sur les marchés financiers. La semaine dernière, il y a 2 semaines, j'ai fait une vidéo sur Warren Buffett et sa stratégie à base d'effets de levier. Certaines personnes m'ont dit, mais Charles, tu dis qu'on ne peut pas battre l'indice et que derrière, tu fais la promotion d'auteurs qui gagnent en bourse, que tu racontes des conneries. Non, en fait, la réalité n'est pas du tout linéaire. Si c'était simple, si c'était un travail, voilà, ça se saurait. La réalité est d'une zone géographique à une autre, d'une période donnée à une autre, d'une niche à une autre, de certaines sociétés par rapport à d'autres. On va obtenir des choses qui n'ont absolument rien à voir. Donc aujourd'hui, ce qui se dit généralement, c'est que les actions gagnent 7% par an en moyenne. Alors c'est complètement théorique, ce chiffre de 7%, il est vrai, mais en fait, il ne représente pas grand-chose, parce qu'il y a 101 visages différents de l'investissement en bourse à long terme. Et je vais essayer de vous donner quelque chose, un bon point de repère et un bon moyen de s'enrichir à long terme, assez simple, assez reproductible, et surtout compréhensible, ne reposant pas sur du hasard, mais sur une réalité économique. Voilà. Donc on va entrer dans le détail, et je vais commencer par essayer de vous donner les bases, les points de repère nécessaires pour jauger la situation, parce que je me suis aperçu à vos contacts que comme vous êtes tous occupés, vous n'avez pas forcément le temps d'investir dans la recherche pour comprendre, et donc je vais essayer de vous apporter des éléments pour bien comprendre de quoi il en retourne. Alors pour commencer, on va aller sur un site qui s'appelle MacroTrend et qui a pour énorme qualité de publier des graphiques avec une échelle logarithmique et qui prend en compte l'inflation. Alors l'inflation, c'est ni plus ni moins qu'une taxe sur la quantité de monnaie que vous possédez. C'est une taxe qui est vraiment pas bien comprise par le grand public. Donc réfléchir sur une notion d'actif sans prendre en compte l'inflation, c'est absurde, ça veut absolument rien dire. La valeur faciale des choses ne veut rien dire. C'est pas parce que vous avez $1 d'ailleurs dans une certaine zone que vous avez la même quantité de pouvoir d'achat avec votre dollar que dans une autre, au même instant présent sur Terre. Donc il y a différents phénomènes qui entrent en compte qui vont réguler la valeur réelle. Et l'un de ces phénomènes, c'est l'inflation, c'est capital. Donc généralement, ce que nous présente, c'est le graphique, voilà, on le met même généralement en version arithmétique. Voilà, donc les gens adorent regarder ce genre de graphique, ça ne veut absolument rien dire. Donc là, ça c'est le graphique du SP500 depuis 90, donc depuis 9 décennies. Voilà, ça fait que grimper. On nous explique que c'est fantastique l'investissement en bourse. Alors, on n'y voit que dalle. Donc, la première étape, c'est de passer en échelle logarithmique, ce qui permet de conserver les proportions stables dans le temps, puisque quand un indice passe de 1000 à 2000 points,
ça fait 1000 points de hausse, ça fait 100%, mais quand il passe de 10 à 20, ça fait également 100%, et 10 points sur un graphique qui passe de 1000 à 2000, ça, on n'y voit plus rien. Je vous le remets encore une fois, comme vous pouvez voir. Voilà, là, on peut faire 100% dans les années 30 ou 40, et en fait, on ne le voit pas parce que c'est complètement écrasé. Donc, l'échelle logarithmique, c'est incontournable. Mais c'est pas parce que vous avez une échelle logarithmique que vous avez résolu votre problème. Alors, ce graphique du SP500 logarithmique, il veut absolument rien dire, tout simplement parce qu'il n'y a pas l'inflation. Donc, qu'est-ce qu'on voit Ça, c'est le graphique qui est utilisé 90% du temps par tous les médias, les blogueurs. Donc, on voit que en 1930, le SP500 vaut 10 et qu'aujourd'hui, il vaut 2500. Donc, on se dit, oh putain, la vache, ça grimpe les actions, hein. C'est bon, ça, hein, on s'enrichit. Pas du tout, la réalité, c'est pas du tout. Il faut déjà virer l'inflation, qui est encore une fois une taxe. Donc, quand on enlève l'inflation, on voit qu'en fait, on part de 250 et qu'on vaut 2500. Et qu'en fait, la création de valeur sur 9 décennies, c'est x10. Donc on est très très loin de, je passe de 10 à 2500, en réalité on passe de 250 à 2500. Donc la réalité est moins rose. Deuxièmement, on voit qu'il s'écoule 2-3 décennies sans qu'il n'y ait jamais aucune création de valeur, entre 1930 et 1950, 1960 en fait. On voit également qu'après le top de 1968, il faut attendre quelque chose comme 1994, donc il s'écoule à nouveau 30 ans, donc 3 décennies, ce qui est à peu près une génération d'épargnants, hein. Donc on voit que là, sur un siècle, on a 2 générations d'épargnants qui se sont fait baiser la gueule littéralement sur les actions. Et on voit également qu'après le plus haut de 2000 sur les actions américaines et la bulle techno, grosso modo, il aura fallu attendre 15 ans, donc en 2014-2015, pour franchir le plus haut et recommencer à créer de la valeur à long terme pour l'épargnant, pour s'enrichir. Donc on voit qu'en fait, la première conclusion générale, c'est que la création de valeur sur les indices reste quelque chose qui n'est pas très abondant, et que donc les 7% de rendement annuel moyen sur le long terme, c'est pas du tout comme on peut le penser, un job qu'on touche, voilà, ça fait en fait ça, après ça fait ça, après ça fait ça, et puis après ça fait ça, quoi. Grosso modo, c'est absolument pas linéaire. Il faut bien avoir conscience qu'il peut s'écouler 3 décennies, donc 30 années, pendant lesquelles vous ne gagnerez rien en bourse si vous investissez de manière passive. On vous recommande d'acheter des ETF sur les indices très régulièrement. Je ne suis pas sûr que les gens qui fassent ces recommandations aient bien réfléchi aux conséquences, parce que là, la réalité, c'est que l'investissement passif à long terme peut être très dangereux. On vous recommande de placer votre argent tous les mois et de ne pas réfléchir. Parce que vous ferez toujours mieux que si vous réfléchissez. C'est en partie vrai, mais en même temps c'est en partie faux, parce que comme vous pouvez le voir, il se trouve que ne pas réfléchir, ça peut vous coûter 30 ans de rendement. 30 années, c'est-à-dire que généralement on attaque la vie à 20 ans, jusqu'à 30 ans on n'a pas une thune à moins d'hériter, et surtout si papa maman sont intelligents et ne payent pas leur impôt à l'État socialiste, hein, ça aide. Mais ça concerne probablement qu'1% des héritiers, donc 99% des héritiers ils se font tondre, et puis la plupart en fait ils n'héritent pas avant 30 ou 40 ou 50 ans. Donc résultat des courses, vous commencez à faire de l'épargne à 30 ans et vous avez 40 ans jusqu'à 70 ans. À partir de 70 ans vous épargnez plus, vous avez des problèmes de santé. Donc sur 40 ans, si vous bouffez 30 ans en méthode passive, histoire de bien comprendre les enjeux et les aboutissements, vous foirez votre vie, vous foirez littéralement votre vie financière. Donc faites attention à la gestion passive sur indice, comme ça, comme on vous recommande, même dans des formations payantes, ça peut faire mal. Ensuite, alors je me trouve sur ProRealTime, on va regarder, c'est une barre égale un trimestre. Je vais vous montrer en fait une économie capitaliste, c'est-à-dire le SP500 par exemple. Voilà, depuis 1950, alors en échelle logarithmique, mais là, il n'y a pas l'inflation qui est enlevée. Et puis, on va comparer, mais on va se remettre, en fait, depuis, voilà, sur les 20 dernières années, grosso modo, les 20 dernières années. Donc, on va comparer ça avec une économie socialiste baisée par les politiciens. Donc, au choix, on peut prendre l'indice espagnol, par exemple. Voilà, donc zéro création de valeur. Donc, là, si vous enlevez l'inflation, votre indice, il est mort. Grosso modo, vous perdez réellement beaucoup de valeur sur une période de 20 ans. Bon. Mais vous pouvez tout à fait prendre le meilleur, hein, c'est, je crois, l'indice portugais. Il est où? Voilà, l'indice portugais.
Alors oui, l'indice portugais, il perd déjà plus de 50% sur 20 ans, sachant qu'on n'a pas intégré l'inflation. Alors si on intègre l'inflation, grosso modo, vous aviez 100 en l'an 2000 au Portugal, et puis 20 ans plus tard, il vous reste 15 ou 20. Vous avez perdu 80% de votre mise, mais c'est vraiment aussi le MIP 40. Pour nos chers amis italiens qui sont en récession, donc là c'est la même histoire. Sur 20 ans, il y a 20 ans on était à 30 000, maintenant on est à 15 000, on est à 19 000. Si on enlève l'inflation, voilà, on doit être à, je sais pas, 12 000, un truc comme ça, donc 13 000, donc on a perdu 60% de la valeur. Donc, toutes les économies européennes se font massacrer encore une fois par les politiciens. C'est le but en fait, hein, de nous tuer. Donc le CAC 40, il fait guère mieux, il est à peu près stable. Voilà, il a un peu progressé, mais si on enlève l'inflation, il est flat sur 20 ans. Donc 2 décennies, je vous rappelle, vous avez 4 décennies d'épargnants. Il y a déjà la moitié de votre vie d'épargnant qui a été niquée par l'Europe. Donc on peut peut-être mettre pour finir ce tour d'horizon le Japon, donc qui sur la période, sachant qu'eux ils ont très peu d'inflation, donc ça a généré un tout petit peu de valeur. Néanmoins, si on remonte à 1989 qui est le plus haut, vous apercevez qu'on va aller 40 000 et qu'on en vaut 20 000 et que donc la bourse du Japon sur 30 ans a perdu 50%. Donc l'investissement passif, attention, la bourse qui rapporte 7% par an, là vous avez l'économie du Japon était très forte, bien plus forte que la France. L'économie du Japon, elle a fait que sur les 30 dernières années, vous avez perdu 50% de votre mise. Donc l'investissement tous les mois, attention, l'investissement dans l'indice passif sans réfléchir, attention également, je dirais même plus qu'attention. Nous venons de voir que l'économie américaine étant l'une des meilleures au monde, elle a créé de la valeur. Alors la Chine n'a pas créé de la valeur, mais il y a d'autres économies qui créent de la valeur, comme l'Allemagne et puis comme l'Inde par exemple. Donc qu'est-ce que ça donne tous les 10 ans en total, en net? Donc une fois qu'on enlève l'inflation, le total return donc, du SP500, qui est l'indice de la bourse américaine, qu'est-ce qu'on voit? On voit que même pour le meilleur de la classe, historiquement, on s'aperçoit qu'il va s'écouler 5 à 10 ans pendant lequel, par moment, donc là c'est un rolling 10 ans, c'est-à-dire que si vous prenez 10 ans de performance et vous regardez au final combien ça a gagné, et vous apercevez que ça a gagné le zéro, là, donc ça gagne que dalle, ça perd, mais c'est capable de perdre comme ça pendant 10 ans. Donc on démarre, c'est grosso modo, là la louche il doit s'écouler 7-8 ans, il faut être, mais pendant 7-8 ans, tous les ans sur 10 ans, donc ça fait une période de 20 ans au total, le SP500 était négatif en net return, ce qui rejoint le graphique, je vous le remontre. Le graphique voilà, des années 30 et 40 avec la Seconde Guerre mondiale où il n'y a pas du tout de création de valeur. Donc il faut bien avoir conscience de ça, mais vous avez également plusieurs autres périodes dans l'histoire qui durent comme ça 10-15 ans où il n'y a pas de création de valeur, même au-delà de 10 ans. En réel. Donc le jeu, il est très compliqué à long terme. Alors j'ai une bonne nouvelle, hein, puisque vous allez me dire, regardez, Loïc Abadie et David Ronan, ils se sont enrichis alors que la période est merdique sur le CAC 40 depuis 15 ans. Alors comment ils font alors? Eh bien, ils font que cette réalité, elle concerne les indices boursiers globaux et ça concerne tout particulièrement les principales entreprises de tous les pays du monde entier. Et en fait, il n'y a pas que des grandes entreprises qui cotent, il y a également des entreprises intermédiaires, des petites entreprises. Et vous comprenez bien qu'une petite entreprise ou une moyenne entreprise, elle n'a pas du tout les mêmes contraintes, elle ne croît pas à la même vitesse que les grandes entreprises, de la même manière qu'un investisseur qui place de l'argent en bourse, s'il gère 10 milliards et que tout d'un coup il ne croit plus à la hausse, il ne va pas du tout avoir les mêmes contraintes qu'un petit investisseur comme vous et moi qui avons besoin de bouger entre 50 et 1 million de dollars. Et qu'on peut faire ça sur un claquement de doigts parce qu'il y a la liquidité en face alors qu'il n'y a pas du tout la liquidité pour 10 milliards et que donc les décisions et les processus ne sont pas du tout les mêmes en fonction de la taille. La taille déforme littéralement les chiffres économiques mondiaux. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer à quel point ça peut déformer et à quel point vous pouvez en profiter, à quel point ça peut être lucratif de ne pas regarder en fait la réalité de manière linéaire, mais de la regarder dans toute sa subtilité. Donc, je vous présente devant vous
une étude qui démarre en juillet 1963. J'ai pas, les chiffres ont été mis à jour à 2019, mais je n'ai pas enregistré le graphique sur cet ordinateur. Donc pour 1 an et demi, de toute façon, les chiffres sont identiques et l'année 2018 a délivré exactement les mêmes performances. Donc cette étude représente 60 ans de 6 décennies de cours boursiers à la louche, allez, 5 décennies et quelques, 5 décennies 5. Donc qu'est-ce qu'on y apprend? On y apprend donc que comment dire, les actions ont été, d'abord pour la réaliser, les actions ont été divisées en 5 sous-ensembles. Donc largest à smallest, c'est la taille de capitalisation. Donc en fait, comment ça fonctionne? Vous prenez l'ensemble des capitalisations de la bourse américaine. Vous avez quelque chose comme 4-5 000 valeurs qui traînent là-dedans. Et vous allez, par exemple, si vous avez 5 sous-ensembles, vous allez prendre les 1000 plus petites. Le largest, c'est les 1000 plus grosses. Et puis, voilà, vous découpez en taille identique l'ensemble des actions de manière à obtenir des niveaux de capitalisation cohérents et de les comparer entre eux. Donc ça, c'est le premier point. Donc les smallest, généralement, c'est en dessous d'1 milliard. Je crois de mémoire que ça va de 1,5 milliard à 100 millions. Donc grosso modo, les smallest, c'est vraiment toutes les petites capitalisations sur lesquelles David Ronan et Le Cavalli sont spécialisés. Ensuite, vous redivisez vous étudiez en fait, pour l'ensemble des actions américaines, vous étudiez le niveau de volatilité, donc les variations à court terme dans tous les sens. Je crois de mémoire que c'est un niveau de volatilité qui est étudié sur 60 jours, sur 60 séances, ou sur 60 jours, je ne sais plus, c'est 2 ou 3 mois. Donc, grosso modo, c'est une volatilité... je crois qu'elle est sur un trimestre. Il faudrait vérifier, mais ça ne change pas grand-chose. Donc, à nouveau, vous découpez et vous regardez la performance des actions qui ont la volatilité la plus faible. Donc, sur 5000 valeurs, les 1000 qui ont la volatilité la plus faible. Et puis, la highest, c'est les 1000 qui ont la volatilité la plus forte, ici. Qu'est-ce que vous découvrez? Vous découvrez une pépite. Vous découvrez que en fait, les grandes valeurs, donc celles du CAC 40, du SP 500, du Dow Jones, du Nikkei, du IBEX 35 en Espagne, du MIB 40 en Italie, vous découvrez que les grandes valeurs avec le plus fort niveau de volatilité, ça gagne sur 55 ans 8,15% par an. Donc voilà, on est 8,15, mais il faudrait, de mémoire, c'est une étude brute, donc il n'y a pas les dividendes et on n'a pas retiré l'inflation. Voilà, donc ensuite, c'est pas bien intéressant, donc grosso modo, on retrouve les moyennes générales. Donc on comprend en regardant ce tableau une chose tout de suite, on comprend que les plus grandes valeurs sont celles qui ont les performances les plus faibles, puisque quel que soit le niveau de volatilité, grosso modo, ça aussi entre 8 et 11%. On comprend également que les valeurs qui ont la volatilité la plus élevée sont très mauvaises, puisque c'est aussi de moins 2,50 à 8%. Donc, je vais également vous zoomer quelque chose. On comprend également que sur 60 ans, il y a quand même une classe d'actions, les actions qui ont la plus faible capitalisation et la plus forte volatilité, qui perdent structurellement de l'argent systématiquement. Voilà, donc moins 2,60 chaque année, c'était le cas. Elles ont perdu en 2017, elles ont également perdu en 2018. Ces valeurs sont systématiquement perdantes. C'est marrant parce que c'est généralement les valeurs sur lesquelles les internautes discutent le plus. Les petites valeurs, c'est la bourse casino, ce qu'on appelle la bourse casino. Donc les valeurs, les penny stocks, tout ce qui bouge dans tous les sens et qui fait la une avec des forts écarts, ou etc. Ces valeurs sont 6 et qui font donc du plus 10, du plus 20 dans la journée. Vous n'avez qu'à regarder sur Boursorama régulièrement les valeurs les plus suivies de la journée ou les plus commentées. Vous retrouvez régulièrement des trucs pourris, quoi, des petites valeurs avec une volatilité faible. En fait, ces valeurs perdent chaque année. Et l'information la plus capitale quand on souhaite placer de l'argent et s'enrichir à long terme, c'est tout simplement qu'on gagne deux fois la moyenne historique en misant sur les petites capitalisations avec une très faible volatilité. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc on a vu que la bourse était des moyennes et qu'en moyenne ça gagnait 7% par an, mais qu'il y avait des périodes où on perdait en fait et des périodes où on gagnait 15% par an. Les petites valeurs avec une faible volatilité
sur les 60 dernières années, alors qu'il y a eu plusieurs périodes de pertes pour l'ensemble des actions, ces petites valeurs ont réussi à dégager un bénéfice par an moyen de 17 à 18%, de 15 à 18%. Si vous vous concentrez sur ces valeurs, le mieux étant de vous concentrer vraiment sur les smallest, donc toutes les valeurs qui font moins d'1 milliard de capitalisation, et de prendre celles qui ont une volatilité faible. Vous voyez qu'en fait, elle gagne 17 à 18% par an en moyenne tous les ans, depuis 55 ans, malgré les marchés baissiers. Et donc, je reviens à mon histoire que c'est impossible de battre l'indice à moins de faire comme Warren Buffett, c'est-à-dire d'avoir du génie pour sélectionner des valeurs qui font la performance de l'indice, mais qui consomment moins de volatilité, de manière à pouvoir mettre un effet de levier. Donc si vous n'avez pas le génie de Warren Buffett, moi je ne l'ai pas, et je suspecte quand même que vous ne l'avez pas non plus, eh bien, il vous reste une autre stratégie qui est tout à fait accessible. C'est celle qui est employée par David Ronan et Loïc Abadie sur Objectif Eco, et c'est pour ça qu'ils se sont enrichis. Ça consiste à vous spécialiser sur les petites valeurs, les moins volatiles, c'est-à-dire Loïc Abadie, il est spécialisé sur la gestion value, c'est-à-dire que si vous lui parlez de Facebook ou de Twitter ou d'Amazon qui cote 50 fois ou 100 fois ou d'NVIDIA, ou voilà, vous parlez de ça à Loïc, mais il part en courant, il va vous claquer la porte au nez, il va dire mais je ne veux même pas entendre parler de ce truc de ouf, il va vous le dire. Lui, ce qu'il aime, Loïc, c'est les valeurs décotées, voilà, qui ont une faible volatilité, les valeurs dont il peut lire les bilans, donc les petites valeurs qui font généralement moins de 500 millions de capitalisation. Et c'est comme ça qu'il s'est enrichi. Et est-ce que ça marche? Oui, la preuve statistique, ça marche. Est-ce que ça va continuer de marcher? Oui. Pour quelle raison? Tout simplement parce que les entreprises qui sont petites ont une aptitude à croître qui est beaucoup plus forte que les grandes entreprises. À un certain niveau, les grandes entreprises, elles ne peuvent plus faire de croissance tout simplement parce que le nombre de consommateurs disponibles ne peut pas croître indéfiniment. Il faut aussi se comprendre une chose, c'est que la moitié probablement ou les 2/3 des grandes entreprises vendent aux États socialistes. Donc je rappelle quand même derrière la bourse que c'est. On a des escrocs, des politiciens qui instaurent des économies capitalistes à peu près partout dans le monde aujourd'hui, qui prélèvent entre 50 et 70% de taxes et qui vendent des conneries au peuple en disant qu'on va construire des routes, des beaux hôpitaux et des éducations. Ce qui n'est pas vrai en fait. On va consacrer 20-30% du budget à embaucher des fonctionnaires pour qu'ils votent bien à gauche, bien aux socialistes comme il faut, et puis on va construire 2-3 hôpitaux. Mais la vérité, c'est que l'argent il est détourné via des contrats publics vers des entreprises privées. Et ces entreprises privées, elles représentent la moitié ou les 2/3 des indices. Si vous commencez à regarder qui vend à qui dans les indices boursiers, vous allez voir que beaucoup de gens en fait vendent aux États, y compris aux États-Unis, et que donc on est entre copains, voilà, la franc-maçonnerie, les Illuminati, les juifs Lubavitch, on s'échange des milliards, mais grosso modo ça se fait sur le dos du peuple, et grosso modo, alors on sort des produits quand même de temps en temps, et donc il y a des parts de marché, ces parts de marché varient un petit peu, quand le copain est sur un produit qui marche un peu mieux que l'autre, voilà, une petite variation de parts de marché, ça fait plus 5 pour l'un, moins 5 pour l'autre, donc tout ce bordel là ça s'ajuste, mais grosso modo de la croissance il n'y en a pas beaucoup. Je vous remontre une énième fois le graphique du SP500 sur long terme, comme vous pouvez voir, des périodes de croissance vraiment et de création de valeur, il y en a 3 dans l'histoire, il y en a la reconstruction après la Seconde Guerre mondiale, où là, il fallait quand même se remettre à bosser. Et puis, vous avez 1980, voilà, alors il y a la vague, l'hyperinflation avec l'arrivée des baby-boomers qui provoque énormément de désordre dans les années 70. On commence à traiter le problème et on a une énorme création de valeur qui apparaît. Dans les années 90, il y a la première vague de l'innovation technologique. On va trop loin, on s'en prend une belle, on se prend une crise immobilière et puis on recontinue dans l'innovation technologique, donc en train de frapper le monde actuellement à une telle vitesse d'ailleurs que même les systèmes éducationnels ne peuvent pas suivre tellement l'innovation technologique est forte aujourd'hui. Donc grosso modo, on a 3 périodes sur un siècle de création de valeur. Le reste du temps, on n'en crée pas. On est entre petits amis, ces grandes entreprises sont entre copains et petite question, c'est juste une question d'ajustement, de gestion et de part de marché. Donc, si vous placez votre argent, votre capital en espérant vous enrichir dans ce jeu de dupes, vous ferez baiser. C'est aussi simple que ça. Donc, le seul moyen que vous avez à votre disposition, c'est ce que fait Loïc Abadie et David Ronan depuis maintenant plus d'une décennie. Ça consiste à aller sur les entreprises réelles qui vendent des produits réels à des consommateurs réels et qui vont afficher des taux de croissance et des vrais bénéfices.
Alors évidemment, il va y avoir des pains, il va y avoir des périodes de récession, il y en a qui font faillite, mais d'une manière générale, comme vous pouvez voir, les statistiques, c'est que vous avez une performance 2 fois supérieure à ce que vous pouvez espérer en allant là où va tout le monde en fait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Généralement, les épargnants, ils ont un peu peur d'aller sur ces petites valeurs. Il faut connaître, c'est pas liquide, blablabla. Donc, si vous voulez pas profiter de cet avantage et aller dans le jeu de dupe de l'investissement sur les ETF indiciels, libre à vous. Mais comme vous voyez, tout ce que je vous ai montré aujourd'hui, ça va pas marcher très fort la plupart du temps pour vous. Ça va même probablement provoquer votre ruine. Si vous dites, bon, j'ai pas le temps de me former sur les petites valeurs néanmoins, j'ai bien compris que si je voulais monter un patrimoine financier qui me permette de m'enrichir, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai été en tant que producteur voir Loïc Abadie et David Renan et je leur ai dit qu'il fallait qu'ils relatent leurs propres opérations. C'est même pas du conseil. David Renan et Loïc Abadie, sur Boutique Objectif Éco, ils ne font que parler des opérations qu'ils prennent. Donc ils partagent intégralement leurs opérations et ils ne font pas de conseils. C'est-à-dire qu'ils ne font pas achète ça alors que moi je n'en achète pas pour moi. Ça n'existe pas sur Objectif Éco. Donc si cet investissement sur les petites valeurs vous intéresse, moi je vous invite à consulter dans la boutique Objectif Éco les offres de Loïc. Pour info, alors on ne fait pas de témoignage client comme les autres, mais vous devez quand même, je vais vous donner quelques chiffres. Donc ça c'est tous les produits de formation de Loïc. Il a également il a 3 portefeuilles. Il a son portefeuille PEA, il a un portefeuille dividendes et rendement, et il a un portefeuille swing trading. En fait, Loïc, il s'est enrichi de 2 manières. Il a surfé sur cette catégorie d'actions qui crée de la valeur à long terme dans une proportion de 1 à 2. Mais également, Loïc Abadie, il se méfie des marchés baissiers parce qu'il a bien compris, et je vous remontre une énième fois le graphique à long terme, il a bien compris que les périodes où ça merde pendant 5 à 10 ans, il vaut mieux quand même savoir gérer quand ça baisse, parce que sinon, c'est compliqué de s'enrichir. Donc Loïc, à la fois, il gère le risque baissier, et à la fois, il surfe sur la vague de création de valeur des petites sociétés. Donc, on ne fait pas de témoignage client. Donc, si vous avez l'avis des clients dans la boutique, mais les clients de Loïc, d'ailleurs, ils n'aiment pas en parler de Loïc. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que Loïc, il s'approche de 1000 clients qui suivent ses 3 différents portefeuilles ou qui achètent ses formations. Donc, il y a énormément de personnes qui suivent Loïc et ces personnes se rabonnent d'année en année. On ne fait même pas d'offres spéciales, on n'envoie pas des emails commerciaux, marketing, mais tout le monde suit Loïc parce que tout simplement, il apporte une expertise sur une niche d'action et cette niche d'action progresse structurellement et donc c'est probablement l'une des meilleures opportunités pour gagner de l'argent à long terme. Encore une fois, c'est pas du trading. Loïc, il a un horizon de 1 à 6 mois, voire quelques années, est capable de porter des actions pendant des années. Et donc, on est vraiment en train de parler de l'investissement. Il ne fait pas d'effet de levier. Loïc, il a quasiment tout son argent dans son portefeuille PEA pour bénéficier d'un avantage fiscal. Donc ça, voilà. Ensuite, dans la boutique, vous avez David. Alors David, il s'est enrichi, plus que Loïc, disons-le, mais David, il fait aussi du trading, donc il prend un peu d'effet de levier. De mémoire, David, tu me corrigeras, mais je crois que c'est un 8 ou un 7, 1.8 ou 1.7. Donc il ne dépasse pas l'effet de levier de 2, mais structurellement, il a un peu de levier. Et David, en fait, il a plusieurs activités. Il a un investissement long terme, comme Loïc, small cap. Donc voilà, David, il connaît la compta de 500 boîtes. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont collé ses parents dans son cerveau, mais en plus, je fais un aparté, ils ne savent même pas que je suis en train de faire cette vidéo, que je suis en train de parler d'eux. Donc je le fais vraiment de mon propre chef. David, il connaît 500 boîtes, il connaît la compta de 500 boîtes. C'est un mec, il connaît la capitalisation de 500 boîtes, il sait la valeur des actifs. À la louche, il suit. Chaque nouvelle, il sait si ça rentre et que c'est cohérent avec la boîte ou pas. Il faut bien comprendre, c'est que soit vous êtes capable de faire ça et vous allez vous enrichir. David, il doit s'approcher, je ne sais pas, 1,5 million ou 2 millions de plus-value en plus de 10 ans. Donc en partant de rien en plus, en partant de 30 000 ou 40 000, je ne sais plus, il y a les chiffres, là, il faut aller vérifier, mais il part de rien, voilà. Mais derrière, David, il a quand même sérieusement étudié les boîtes. Donc si vous n'avez pas cette aptitude à étudier les boîtes, si vous n'y comprenez rien, ce qui est un peu mon cas d'ailleurs, les bilans,
Franchement, j'ai autre chose à me mettre dans le crâne que les bilans. Donc David, il partage également ses opérations. À la différence de Loïc, David, il fait également du trading. C'est-à-dire qu'il a cette partie investissement, small cap, sur laquelle il surfe, mais il chasse également la volatilité pour faire du trading très court terme. Alors pour le coup, ça peut même être du day trading. Donc il ne va pas rentrer, je vous remonte les chiffres clés de cette vidéo que vous devez avoir conscience, c'est que plus vous avez une volatilité forte et plus les rendements sont faibles. La volatilité, c'est ici que ça se passe. Voilà. Donc, paradoxalement, et j'en reviens à mon histoire, que rien n'est linéaire et qu'en fait, si vous regardez, en fonction de la manière dont vous regardez, en fait, vous allez influencer complètement les résultats. Si vous êtes investisseur et que vous commencez à toucher aux actions les plus volatiles, vous allez vous faire baiser. Vous allez vraiment vous détruire votre valeur, vous allez probablement même vous appauvrir. Si vous êtes trader, alors paradoxalement, c'est l'inverse. Plus c'est volatile, plus vous avez d'opportunités, plus vous allez pouvoir placer des objectifs de gain éloignés par rapport à votre niveau de stop loss. Et donc, plus votre rendement, votre risque rendement va être favorable. Donc voilà, donc, si vous êtes trader, il faut regarder ici. Si vous êtes investisseur, il faut regarder de l'autre côté dans la partie faiblement volatile. Donc David, il est multicasquette puisqu'il fait du trading sur des news, il fait du trading dans un environnement un peu volatile et puis il fait de l'investissement sur les petites valeurs très peu volatiles. Donc voilà, donc moi, si je devais résumer votre situation et répondre à votre question de est-ce qu'il est possible de s'en sortir, vu que j'ai cassé a priori vos espoirs de vous en sortir, puisque même Warren Buffett n'y arrive pas, oui, c'est possible. Parce que vous êtes petit, si vous êtes richissime par centaines de millions, non, c'est pas possible. Mais si vous êtes un particulier normal avec quelques centaines de milliers d'euros ou même moins, oui, c'est possible. Pourquoi? Uniquement parce que les marchés très peu volatiles et très peu liquides que sont les petites entreprises ne sont pas accessibles aux gros investisseurs. Ils ne peuvent pas aller là-dedans, parce qu'ils ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent pas entrer, ils ne peuvent pas sortir, ça fait tout de sortir. Donc ce sont des marchés qui sont protégés avec une barrière de concurrence. C'est-à-dire que les opérateurs qui interviennent sur les petites valeurs faiblement volatiles, ce sont des opérateurs qui sont moins sophistiqués que sur les grosses. Il y a moins de moyens, on ne peut pas amortir en fait. Les gens qui ont des gros moyens ne peuvent pas amortir, ne peuvent pas y aller dessus, et donc il y a besoin, ça coûte cher de gérer de l'argent contrairement à ce qu'on pense, et donc il est nécessaire d'avoir une certaine forme de liquidité. Donc oui, c'est possible de s'enrichir. Néanmoins, ça exige également beaucoup de compétences, énormément de compétences. Je vous assure une énième fois que David Ronan, il n'est pas câblé comme la moyenne. Et que donc, mon conseil, c'est que soit... Et non, il n'existe pas d'ETF. Il existe un ETF, je vais vous montrer, qui ne représente pas cet avantage statistique dont je suis en train de vous parler, c'est-à-dire les plus petites valeurs, les plus petites capis. Il existe un ETF, je vais vous l'afficher. Alors c'est Invesco qui fait cet ETF, c'est le Small Cap Low Volatility. Alors je ne sais pas comment on le construit, mais manifestement ils s'y prennent mal. Vous avez donc cet ETF qui bouge ici, et dessous vous avez sa variation comparée au SP500, comme vous pouvez voir depuis 2 ans par exemple. Il n'y a absolument pas de, même c'est en perte de vitesse, c'est-à-dire que ça fait moins de performance que le SP500. Alors que les chiffres sont formels. Si vous prenez les petites capitalisations avec une faible volatilité, encore une fois, le tableau là, il est ajusté à 2017, mais j'ai le tableau ajusté à janvier 2019. Je l'ai vu, je l'ai consulté, et même l'an dernier, en 2018, encore une fois, je confirme intégralement tous ces chiffres. Et donc, l'ETF ne permet pas, ce serait trop beau. Donc, non, je réponds à votre question, non, il n'existe pas de produit capable de surfer sur cet avantage statistique. Pourquoi? On retombe sur ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible d'injecter beaucoup de capitaux sur cette niche. Donc du coup, s'il y avait un ETF et tout le monde sentait la bonne soupe et se disait, putain, on va se bourrer parce que les chiffres sont là, on va se bourrer, évidemment, l'ETF se retrouve avec des milliards à gérer, il ne pourrait pas les investir. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, cet ETF, il a dû se positionner sur des small ou des median cap, et puis il a dû prendre de la medium volatility, et donc on retombe sur des chiffres de merde, des chiffres cohérents selon les moyennes des gros indices boursiers. Mais donc non, il n'existe pas. Donc ma conclusion générale, en tant que producteur de David Ronan et Loïc Abadie, je ne peux que vous recommander soit de consulter leur formation, ou soit si vous n'avez pas envie de faire le boulot, tout simplement de vous abonner à leur offre, ce qui vous permettra de
d'accéder à cette compétence de cette niche d'action sans vous prendre la tête, sachant que, encore une fois, David ou Loïc relatent leurs opérations. Encore une fois, je le répète parce que c'est fondamental, parce qu'il y a tellement d'escrocs sur YouTube. David ou Loïc, ils ne font que relater les opérations qu'ils prennent pour leur compte. Et donc, je les connais, ils ont pas du tout, ils ont le même âge que moi, on est tous les trois de 1973 et on a 45 ans et on n'a pas du tout envie de nous arrêter là, on a encore 20 ans devant nous. Et Loïc comme David, à mon avis, ils vont continuer même bien au-delà des 65 ans. Et ils vont faire ça toute leur vie parce qu'ils ont ça dans le sang, c'est dans leur ADN et ils vont donc, à mon avis, continuer à s'enrichir par millions au cours des 20 ou 30 prochaines années. Et vous pouvez tout à fait accéder à leurs opérations via la boutique Objectif Eco. Et c'est pas du tout, ça va être un peu dur ce que je vais dire, mais Loïc et David sont de très bons exécutants, hein, mais ils se sont enrichis parce qu'ils ont bénéficié d'un environnement de marché qui leur est extrêmement favorable. Peut-être que David est un excellent trader, mais il surfe. Quand vous avez une catégorie d'action qui progresse de 17 ou 18% par an sur très longue période, vous comprenez bien que tout de suite, votre aptitude à vous enrichir par rapport aux copains qui sont en train de se taper le CAC 40 ou le SP500, vous comprenez bien que vous ne jouez pas le même cours et que vaguement, c'est comme si on vous avait injecté de la testostérone et de l'hormone de croissance et que vous êtes en train de courir pendant que le mec, il a bu de son jus d'orange. Il y a quand même, il surfe sur un avantage majeur. Et donc, ils ont appris, parce que ça fait 15 ans qu'ils font ça, ils ont appris à l'exploiter très correctement et surtout, ils exécutent. Parce que le problème de la bourse, au-delà de ce que je suis en train de vous montrer, c'est sympa d'avoir comme ça un atout sur le marché, mais le truc le plus important, c'est derrière d'exécuter. C'est-à-dire de passer les ordres d'achat, de vendre, de couper, de comprendre quand on se plante, par moment de se protéger par rapport à la baisse. Loïc est beaucoup plus doué que David pour la baisse. David est beaucoup plus doué pour le trading court terme que Loïc. Et donc, David est plus doué pour le levier. Donc, voilà, chacun ses points forts, ses points faibles. Mais enfin, en attendant, sur le long terme, ces deux-là, ils ont fait depuis 10 ans leurs preuves et ils exécutent. Ils exécutent réellement. Ils exécutent avec des centaines de milliers d'euros. Si ce n'est pas, Loïc doit être pas loin du million et David utilise, je crois, chaque année un capital de 900 000 ou 800 000 euros. Donc, ce sont des gens qui, à mon sens, dans lesquels vous pouvez avoir confiance. Et maintenant, j'espère que quand vous les regarderez, vous ne direz pas ces gens-là réussissent en vendant des formations ou en vendant du conseil. Ces gens-là réussissent parce que tout simplement, ils sont spécialisés sur l'un des phénomènes de marché les plus faciles à exploiter quand on est un investisseur particulier et qu'on a envie de vivre de ses investissements. Voilà.